Bienvenue. Je m'appelle Mélissa Sora. Je suis la responsable nationale de programme de la Fédération des Alliances françaises USA. Et aujourd'hui, vous êtes là pour la rencontre littéraire avec Serge Joncour, plongé dans la chaleur humaine. Le réseau des Alliances françaises aux États-Unis est le plus grand réseau d'alliances françaises au monde, avec plus de 26 000 apprenants de français chaque année. La fédération vous propose d'autres événements à venir, y compris les Beaux-Arts aux États-Unis avec Roger Mummert et French Cinémathèque où on va parler de Aline, une histoire basée sur la vie de Céline Dion. Vous pouvez visiter le site web de votre alliance française locale ou de la fédération à afusa.org pour plus d'informations. Voilà quelques petites logistiques pour notre événement aujourd'hui. Veuillez garder les micros éteints pendant la présentation et garder l'écran en mode Speaker View. Merci de poser vos questions dans le chat. En cas de problème technique, reconnectez-vous après quelques minutes en utilisant le même lien Zoom. Et cet événement est enregistré pour notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter Isabelle Leroux, présidente de l'Alliance française de Miami Métro et ancienne présidente de la Fédération des Alliances françaises USA, et Bryn Waller, membre du conseil d'administration et ancien président de l'Alliance française de Minneapolis-Saint Paul, et secrétaire de la Fédération des Alliances françaises USA et membre du comité One Book, One Federation. Le programme One Book, One Federation encourage la lecture d'un livre commun chaque année dans toutes les alliances, soutenant ainsi la création d'un guide de lecture et la formation de groupes de lecture. Un comité sélectionne un ouvrage bien écrit et captivant, adapté aux membres et aux étudiants de l'Alliance française. Notre livre pour 2025, c'est Chaleur humaine par Serge Joncour. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Serge Joncour, un écrivain français né à Paris, lauréat de plusieurs prix, notamment le prix Interallié pour Repose-toi sur moi, paru en 2016, chevalier de la Légion d'honneur. Il a écrit aussi le scénario du film Elle s'appelait Sarah. Il fait aussi partie des écrivains qui interviennent dans l'émission de radio des Papous dans la tête sur France Culture. Et parmi les différents livres de Serge Joncour, 2 ont été adoptés au cinéma. UV en 2007 et L'Idole, couronné par le prix de l'humour noir et adapté en 2012 sous le titre Superstar. Merci beaucoup, Serge. C'est un honneur de vous accueillir ici aujourd'hui. Troisième millénaire, moi je trouve ça assez vertigineux quand même. Et donc cette famille, je la prends dans un coin très particulier qui est un peu représentatif du monde rural en France pour moi et aussi dans la mesure où, alors c'est déjà un territoire que j'aime, le Lot, qui est comme ça dans le sud-ouest entre l'Aquitaine et le Massif central, hein, donc c'est un peu un entre-deux déjà, ça. Et le Lot en France, tout le monde connaît, mais enfin, pas grand monde y est allé. Donc c'est une sorte de territoire un peu imaginaire. On a le sentiment que la nature est toujours intacte, que les villes n'ont pas grandi, que les voitures sont les mêmes depuis, ce qui n'est pas faux par endroits, hein, d'ailleurs. On peut trouver des sons de voitures que j'entendais dans l'enfance, hein, d'une 4L, une 2 chevaux, des vieilles voitures, et qui sont là pas à titre de collectionneur, mais simplement parce que les gens s'en servent encore, quoi. Donc il y a Oui, une oui, forme tout à fait. de passé, présent, et en même temps, c'est un territoire qui est voilà, connecté
à Bah, tout à l'électricité fait, malgré vous avez tout. raison. C'est vrai que le Lot est un département que, même, je dirais même qui est pas très, moins connu que les autres en France. Je partage, vous savez, cet amour pour le département du Lot que je connais particulièrement bien. Et c'est vrai que vous le présentez remarquablement bien dans votre roman. Alors, vous avez dit pourquoi, vous avez donné certaines raisons. Est-ce aussi une façon de réparer un peu ce côté invisible qu'a parfois le monde rural? Est-ce qu'il y avait une sorte de réparation en mettant le Lot à l'honneur? Oui, le monde rural, c'est vrai que moi, je me définis un peu, je suis tenté qu'on se définisse, comme un auteur de romans d'extérieur, hein. C'est-à-dire que j'aime bien mettre mes personnages dehors. Bon. Alors qu'il y a quand même une forte tradition contemporaine en France d'auteurs d'intérieur, on va dire, euh, dans la cité, dans la ville, dans la banlieue, ce qui souvent ramène à des décors qui sont plus étriqués et qui font l'économie de la nature. Cette nature environnante euh, qui est là, dont je me félicite d'ailleurs qu'on se préoccupe de plus en plus, parce je pense qu'il y a 40 ans, il y a 30 ans, 20 ans, bon, la nature, ce n'était pas une préoccupation de premier ordre, en dehors de quelques esprits un peu écologistes qui passaient pour des fous, hein. Bah, écoutez, la nature, elle est là. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Et sur les gens qui y travaillaient, qui y vivaient, il y avait une forme de gigantesque omission. On avait considéré que l'exode rural, comme ça, avait amené, depuis le milieu du siècle précédent, toutes les populations en ville. C'était un mouvement comme ça qui. Et d'ailleurs, à Paris, la moitié et en région parisienne, la moitié des habitants ne sont pas nés à Paris. Ils sont nés ailleurs. Ils viennent de ce qu'on appelle les territoires, quoi. Donc, ces territoires, il y a comme un. Moi, je m'y suis toujours intéressé pour cette raison-là, déjà, de situer mes personnages dehors et donc, de fait, dans la nature. Et alors, quel est le rapport à cette nature? Est-ce qu'il a changé? Est-ce que cette nature elle-même change? Bon, ben ça, c'était vraiment un des projets porteurs de nature humaine et de chaleur humaine. Tout Notre à fait, rapport, notre situation dans cette nature. tout à fait. Ah, Alors, Green, justement, voilà, a des questions pour vous sur l'écologie et le rapport à la nature. ouais, ben, d'abord, je change de sujet un petit peu parce que le livre est organisé chronologiquement. Tout se passe pendant janvier, février, mars 2020, pendant le Covid. La seule partie du roman qui se déroule en dehors de cette période, c'est le court chapitre au début sur les terribles tempêtes de la fin de décembre 1999 et les conséquences en janvier 2000. C'était apparemment la dernière fois que toute la famille Fabrier s'était réunie à la ferme avant Covid. Les tempêtes étaient-elles un coup d'avertissement de la nature sur le nouveau millénaire? Quel est le lien entre ces tempêtes et le reste du roman? La tempête, elle est marquante, en tout cas en France, parce qu'il est arrivé à un moment où on se préparait pour le fameux réveillon de l'an 2000. C'est-à-dire, Ouais, 31 décembre 99, tout le monde avait. ouais, Un réveillon, c'est toujours un moment fort, hein, en France comme aux États-Unis. ouais. Donc, on prévoit d'aller là, avec telle et telle personne, de faire ci, ça. Et 3 jours avant ce réveillon, une tempête balaye la France, littéralement. Et le lendemain, une deuxième tempête, qui alors, c'est très spectaculaire, qui ont fait des dégâts considérables, dont on a mis des années à se remettre au niveau des structures électriques et des forêts, des arbres encore sont par terre 25 ans après. Ce qui fait que dans certains coins du Lot en particulier, on s'est retrouvé sans électricité. C'est-à-dire que c'est en 2000 que depuis 25 ans, on projetait comme une sorte de. À partir de l'an 2000, on était au-delà de la science-fiction. C'était merveilleux. Ça serait des voitures qui volent et les repas pris par gélule. Enfin bon, on serait. Mais bizarrement, tout ce travail de la science-fiction, il se projetait, il se concentrait sur la ville. Ça, déjà, c'est un peu étonnant. Et finalement, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est qu'on a ressorti la lampe tempête et les bougies de nos grands-mères. C'est-à-dire qu'on a fait une marche arrière
de 50 ans. Voilà. Il n'y avait plus le téléphone. Il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas la télé, donc il restait la radio pour savoir à peu près ce qui se passait quand même, hein, parce qu'il y avait des endroits où la coupure a duré plusieurs jours. Et on est arrivé comme ça, démunis, je dirais, dans l'an 2000, dans le troisième millénaire. Donc, c'est franchement pas possible d'y voir une forme d'allégorie, sinon de signe du destin, mais je me suis concentré là-dessus parce que c'est un événement personnellement qui m'a marqué. Donc, je voulais qu'il soit fort aussi dans le roman. Hmm. On sent dans le roman une tension constante entre la modernité d'une côté et l'écologie de l'autre côté. Quel est, selon vous, le rôle du roman dans cette prise de conscience environnementale? Alors moi, je m'attache je dirais presque par petites touches, à montrer de quelle façon. Alors là, c'est des agriculteurs, Alexandre, hein, qui donc élève Hmm. des vaches, on va dire c'est un cow-boy. Et ses parents continuent un peu l'exploitation maraîchère des légumes et autres. Et par touche, je montre à quel point, effectivement, alors les lilas sont des fleurs qui fleurissent, qui habituellement fleurissaient avec un mois plutôt euh, en mai, fin avril. Là, ils sont fleuris fin mars, début avril. Donc, ça veut dire que quand les lilas sont fleuris, c'est là qu'on sème les carottes. Donc, avec un mois d'avance. Donc, je montre cette famille qui s'est adaptée finalement à cette recomposition climatique. Et pour autant, ce ne sont pas des climato-sceptiques ni des militants écologistes, c'est juste, je montre ces gens qui s'adaptent à ces conditions nouvelles. Et ça, je pense que c'est une des choses qu'on peut faire au travers le roman, par le détail et par le concret, montrer, sans que ce soit spectaculaire, et de Hmm. montrer qu'il y a quand même une sorte qu'il y a clairement un changement de climat. Après, c'est aussi dans la partie nature humaine, démontrer ces questions qu'on se posait, ces militants écologistes qui refusaient le nucléaire, alors qu'aujourd'hui, ils seraient plutôt pour. Enfin bon, en 40 ans, là, ça me permet de rassembler toutes nos contradictions et surtout cet impact très individuel de la mondialisation. Et d'une certaine façon, la mondialisation, on n'a pas eu un exemple plus flagrant que cette épidémie de Covid qui, il faut se rappeler, n'est pas si vieux, pourtant ça a l'air loin, mais en janvier 2020, on entendait parler en Chine des gens qui tombent dans la rue, qui se mettent à tousser, qui meurent. C'est loin, mais quand même, il y avait certaines voix qui disaient oui, mais oh là là, ça peut aller vite. Effectivement, c'est allé très vite. Alors, c'est un des effets de la mondialisation, parce que quand on se reporte à ce que dit Lamartine de l'épidémie de choléra, en 1830, elle a mis 30 ans pour venir des vallées de la plaine du Gange jusqu'à l'Angleterre, hein. Vous voyez, ça met 30 ans pour se déplacer, un virus à ce moment-là. Alors que nous, ça a mis quelques heures, quelques jours finalement. Ça, c'est aussi un effet, un impact de la mondialisation. Donc, il n'y a pas eu plus fort emblème que cette épidémie de Covid pour nous atteindre tous. C'est quand même aussi bien sur le continent américain qu'africain, Ouais. en Asie, en Afrique un peu moins, heureusement, mais enfin quand même, en Amérique du Sud, où certains pays sont restés confinés 8 mois. Enfin bon, c'est un événement qui nous a tous impactés et qui a eu une résonance sur nos vies à tous. Ça, alors ça, c'était pas imaginable. Si un roman de science-fiction aurait pu l'imaginer, mais on était en... Oui, finalement, parfois j'avais le sentiment d'écrire un roman de science-fiction alors que je faisais que rendre compte de ce qu'on vivait à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, évidemment, on a mis à distance. Mais il faut bien se rappeler qu'en mars-avril, on était confinés, on ne savait pas si ça durerait 15 jours, un mois, 3 mois, 6 mois, 15 ans. Enfin bon, c'était une sorte d'inconnu, là, assez, assez fou. Donc ça, c'était pas possible de ne pas en tirer une matière romanesque, parce que c'est un... Et alors, c'est un peu l'ambiguïté, c'est que chez certains, dire, tiens, c'est un roman qui est quand même un peu sur le confinement, oh là là, non, quelle horreur. Et pour d'autres, ça a été une période tellement, une sorte de parenthèse enchantée qu'ils ont presque un attrait pour le roman, parce que ça parle du confinement. Enfin, mais il y a un rejet aussi, donc c'est quand même... Oui. Mais c'est un Ouais. roman qui nous touche tous, d'une certaine façon. Ouais.
En ce qui concerne l'écologie, vous avez mentionné Alexandre, le fils de famille de Fabrier, là, et sa compagne Constance. Euh, Ils ont chacun une vision très engagée de la nature. Là. Il y a même Constance qui gère la Revista, Oui, Rever, Reviva, oui. ouais, ouais, Reviva, c'est ça. Est-ce que leur point de vue sur se reproche du vôtre là sur l'environnement, disons, ce qu'il faut faire? Alors, Constance était une militante écologiste qui est allemande de l'Est, qui déjà venait d'une partie du monde qui était un peu inconnue pour nous autres. Euh, Sinon, j'avais eu l'opportunité, moi, d'y aller plusieurs fois de l'autre côté du mur, donc j'avais un regard sur ce monde-là qui semblait presque une autre planète. Elle vient donc en France et à partir de là, le mouvement écologiste, et elle s'engage dans ce grand mouvement de l'humanitaire qui était un peu aussi une sorte de mode dans les années 80-90, partir travailler dans l'humanitaire, ce qui était de fait une très bonne idée, mais qui ne l'a pas complètement comblée puisque son enfant est tombé malade en Inde. Enfin bon, elle est revenue du côté du Lot et elle a justement à partir des dégâts faits par la tempête de 99, il y a toute une partie de forêt en France, dans le centre, comme ça, qui a été mise par terre. Et elle en fait un territoire, une zone protégée pour recréer une forêt, on appelle une forêt primaire, c'est-à-dire en laissant les bois morts se décomposer, faire des champignons, en laissant venir tels et tels insectes, tels et tels oiseaux, c'est-à-dire pour recréer une sorte de monde originel. Il y a des territoires comme ça qui s'organisent. Bon, bah elle est un peu, on va dire, l'architecte et la propriétaire de ce territoire-là, où finalement l'homme n'intervient pas, pour voir ce que ça donne. Donc c'est à la fois une écologiste, il y a une forme de résignation, mais en même temps un désir de conservation, parce que par moments, j'ai le sentiment d'en être un peu là. Comment je vais faire pour conserver ces collines? Comment je vais faire pour conserver ce bout de forêt? Alors que depuis toujours, j'ai le sentiment que quand j'allais dans un coin de forêt auquel je pense, je trouvais là un environnement qui était plus fort que moi. Voilà, c'était presque hugolien, quoi, la sensation d'être dominé par ces arbres hauts comme des cathédrales qui étaient forts, qui traversaient les siècles. Eh bien, ce même pan de forêt, depuis quelques années, je le vois en me disant, est-ce que tu vas bien? C'est-à-dire que je suis inquiet pour ces arbres qui me donnaient un sentiment de force surnaturelle. Ça, c'est quand même assez vertigineux. Ça fait un peu peur d'avoir ce Oui. regard-là sur la nature à un moment. Se dire, est-ce que tu vas tenir le coup? Bon. L'homme et la nature, là, que pensez-vous de l'idée selon laquelle l'humain n'est pas à sa place dans le milieu naturel, comme vous l'évoquez dans une de vos interviews, là? C'est vrai? Disons, il n'est pas à sa place, c'est qu'il ne tient pas vraiment son rôle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il s'agirait d'être un peu plus délicat et un peu plus respectueux de cet environnement et de cette nature. On ne l'a pas été. En bâtissant des zones commerciales dans des vallées qui étaient fertiles. Alors, le contre-coup en ce moment en France encore, c'est des inondations invraisemblables, comme sur le Var, cette côte là, splendide qui se jette dans la Méditerranée. Et bon, évidemment, à force d'avoir bâti des immeubles, des hôtels, des maisons, l'eau ne ruisselle plus, donc tout ça s'amalgame et crée des torrents de boue qui avalent tout. Enfin, on est quand même, on l'abîme, cette peinture, on l'abîme. La nouveauté, c'est qu'on en a conscience. Il me semble qu'on en a pris conscience, qui a été déjà tout un travail, ça. Alors maintenant, il s'agit un peu sinon de la réparer, du moins de l'épargner, d'y veiller, quoi. Alors on est à notre place dans la nature, parce que d'une certaine façon, je nous considère un peu comme des animaux, des mammifères, et très, très évolués, certes, mais on vient de cet environnement-là. On marchait nus au travers de ces branches, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. On y chassait, surtout dans le Lot. Alors là, on le voit bien parce qu'il y a des tas de grottes qui
permettent de voir nos ancêtres au paléolithique, au néolithique, et dont l'obsession était de chasser, et- comme c'est le cas pour certains encore aujourd'hui, hein, qui ne pensent qu'à ça, à chasser. Mais finalement, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, hein. Il y a peut-être 10 000 ans de distance, mais en fait, les préoccupations sont presque les mêmes, quoi. Bon, et cette nature, on la prenait à bras-le-corps, on y vivait dedans, quasi nu. Alors qu'aujourd'hui, je me surprends toujours à. Alors, s'il pleut, on met des bottes, s'il fait trop chaud, on prend un chapeau, s'il pleut, on prend un parapluie. Enfin bon. Alors que mon petit chien, j'ai mon chien qui est là, quel que soit le temps, il y va comme ça. C'est-à-dire, sans bottes, chaussures, son manteau. Donc, il y a quelque chose une sorte de dimension naturelle qu'on a un peu perdue. Si on revient, Serge, à l'humain et à la famille Fabrier, c'est vrai que la pandémie donne un cadre idéal pour ce huis clos familial de la famille Fabrier. Est-ce que vous avez, bien sûr, pensé tout comme on l'a évoqué au tout début de notre conversation, vous avez tout de suite pensé à la famille Fabrier pour donner cadre dans votre roman, ou est-ce que vous pensez que de toute façon, elle aurait eu une suite, cette famille? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu la pandémie, est-ce que vous pensiez la faire renaître et nous offrir un autre cadre pour elle que la pandémie? Oui, je voulais la suivre un peu plus par étapes, de, de 2000 à 2020. Et finalement, bah, il y a une sorte d'accélération, et cet événement emblématique, comme je le disais, qui pour moi caractérise tellement la mondialisation, que je l'ai dit. Et surtout, ce que je voulais leur faire à ces personnages, c'est les faire revenir à la Terre. Il y a une sorte de fantasme un peu en France qu'on a tous plus ou moins. C'est et acheter une maison dans un coin perdu et sortir de la ville. Même, alors certains le font, hein. Pas mal en sont revenus, mais en tout cas, ça a été un vrai mouvement après la pandémie. Oui, tout à fait. Et ça reste une sorte de fantasme, de vie rêvée, ce qui fait que, oui, les 2 tiers des Français ont une petite maison, ou en tout cas un petit jardin à un moment, qui est déjà une sorte de terre un peu à soi, quoi. Alors, le garçon, Alexandre, on l'aura compris, il est agriculteur, donc il est là, il n'a pas bougé de la ferme. Il y en a comme ça un peu aussi dans ma famille, finalement, ils n'ont pas bougé pendant 70 ans, quoi. Ils ont guère fait plus de 100 kilomètres. Et toutes les sœurs, ces 3 sœurs, étaient parties en ville pour, dans les années 80, faire des études, avoir une vie et sortir. Enfin bon, ouais. Et jamais elles avaient vraiment l'intention de revenir dans cette ferme. Sauf que le déclencheur, on va dire, scénaristique, c'est cette pandémie qui les fait se retrouver, les 3 sœurs, le frère, les parents, dans cette ferme, parce qu'elles viennent s'y réfugier, parce qu'en ville, elles ont eu peur, elles ont pris peur de ce virus, et elles savent quand même qu'elles ont cette ferme-là, ses parents, ce frère, qui est dans une sorte de territoire, on va dire, protégé, où le virus n'existe pas encore, quoi. Donc, elles s'y jettent, ils s'y retrouvent. Le problème, c'est qu'ils sont tous un peu fâchés. Alors oui, Oui. j'allais vous parler de solidarité familiale. C'est vrai que c'est essentiel dans votre roman, mais vous montrez aussi que ça peut être fragile, qu'il peut y avoir des conflits. Et pourtant, ils sont là, ils sont ensemble et on voit à quel point la solidarité familiale est importante. Vous pensez qu'en cas j'allais dire d'une nouvelle crise, mais ça on peut pas savoir, mais j'allais dire de n'importe quelle crise ou événement qui pourrait surgir dans une vie, finalement, la cellule familiale prime et reste un refuge. Un refuge à coup sûr. Pas pour tous, pas pour tout le monde, on a un peu peur. Donc c'est pour ça que je voulais pas faire une sorte de famille idéale, hein. Ils sont la famille, un peu de la maison dans la prairie. Non, ils sont en froid, ils sont fâchés, ils ont des différends. Et en plus, ils ne peuvent pas se parler parce qu'il fallait plus parler, hein, pour ne pas pour pas transmettre le virus au cas où on l'est, quoi. Donc c'est une sorte de contrainte qui est en même temps un procédé de mise en scène un peu amusant. Rassembler des personnages qui n'ont plus rien à se dire, mais qui ne peuvent pas se parler. Donc c'est un peu par la force des choses. Je mets ces petits chiots, qui sont des personnages qui, d'une certaine façon, vont recréer le lien entre tous ces adultes qui ne communiquent Oui, plus. Brine va vous en parler. Absolument. Et
ce confinement, on va dire, ça redéfinit quand même la perception qu'on avait de la campagne. On s'est même enfin, on a même eu, justement, après, quand on a eu toutes les conclusions, ça, vous le saviez pas quand vous avez écrit votre roman, mais on a eu ce sentiment que finalement, ça avait été plus facile de vivre la pandémie à la campagne qu'à la ville. Vous, comme vous avez écrit votre roman en temps réel, vous n'aviez pas encore ces conclusions, si je puis dire, mais est-ce que vous en aviez la perception? Est-ce que vous aviez déjà ce sentiment que finalement, ce qui se passait à la campagne, d'abord, ça nous donnait une autre perception de la campagne, en mieux, j'allais dire, et que c'est eux qui, quelque part, allaient avoir à traverser cette crise peut-être plus facilement que d'être confinés dans des petits appartements en ville. Oui, sans aucun doute, d'autant que c'était donc le printemps, mars, C'est vrai, avril. la saison compte beaucoup, tout à fait. Et voilà, ça aurait été très différent si c'était novembre, décembre, janvier. Mais là, c'était juste insupportable de considérer que, en plus, il a fait un temps en France comme rarement, beau et pas trop chaud, donc c'était insupportable de se dire je peux pas aller dehors. Et là, il y avait un vrai clivage qui se voyait bien quand on communiquait avec ceux qui étaient en ville, ceux qui étaient à la campagne, sachant que pas mal sont partis juste avant le déclenchement du confinement le 17 mars. Le 15 mars, le 16 mars, il y avait les trains étaient pleins, les gens partaient des villes avec leurs plantes vertes, leurs chiens, leurs enfants. Enfin, bon, il y a une sorte d'exode là, tout à fait surprenant, qui fait que, oui, le clivage, ville-campagne, moi, qui est un clivage qui m'intéresse depuis toujours, là, il est apparu plus que jamais. Ville-campagne, et il y a beaucoup de tensions, d'opposition dans le roman. La ville-campagne, vous venez de parler de ça, mais aussi tradition, modernité, humains, animaux, vieux, jeunes. D'après vous, lequel de ces tensions vous semble le plus révélatrice de notre époque ou de votre roman? Euh, Ça, c'est bien observé, ça, oui, c'est vrai. Toutes ces contradictions-là, oui, ces contradictions, ces oppositions, moi, j'ai essayé d'en recréer une forme d'harmonie. Parce que finalement, c'est des beaux-frères qui se parlaient plus, qui ne pouvaient plus se voir. Ils vont recommuniquer. Et puis, ces générations. Le grand-père avec le petit-fils qui ne voyait pas vraiment. Bon, là, il y a comme une reprise de contact un peu générale. Et puis, et eux-mêmes redécouvrent, sans que ce soit magique ou chimérique, cette campagne-là et cette nature. Et oui, c'était une façon de résoudre un peu tous nos contraires, quoi. Ça fait du bien d'écrire un roman comme ça, c'est de s'offrir des solutions. Les animaux, les frelons, les sangliers, les scolites, les renards, il y avait beaucoup d'animaux là-dedans, et notamment les chiots. J'adorais les chiots. Hein. Les chiots avaient un rôle très important. Pourquoi leur avoir accordé autant de présence, les chiots? Parce que j'ai observé, enfin, il y a eu tout un trafic de. Beaucoup de gens en ville sont rués par Internet pour acheter des chiens, parce que le chien, c'était le seul alibi pour sortir. En France, on avait une autorisation, un papier pour sortir 1 heure, faire les courses. Bon. Mais dès lors qu'on avait un animal, on pouvait le sortir plusieurs fois par jour. Donc certains, j'en connais, on prenait un chien pour cette raison-là. Ce qui fait que c'est organisé un trafic comme ça. Alors bon, je mets un peu en scène cet employé, on va dire, d'Alexandre qui se lance un peu dans ce trafic-là. Et bon, ça tourne un peu mal. Donc c'est Alexandre qui se retrouve avec les trois Des chiots. chiots. 3 chiots qui en plus sont des petits bichons blancs qui sont tout le contraire De la campagne. de la campagne. Et ça, c'était aussi une façon de jouer avec ce contraste-là, des petits chiots dans la terre et dans la boue au milieu des vaches, quoi. Mais ils étaient à leur place. C'est ça qui est. Ouais. Alors, Serge, vous avez écrit ce livre en temps réel, tout au long au fil du confinement.
ça donne quoi dans l'écriture? Parce qu'on a parlé aussi de science-fiction. En effet, est-ce qu'à un moment, on se dit, ben, je vais trop vite dans mon écriture parce que on n'avait pas de visibilité, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas. Donc, il fallait imaginer, il fallait. Donc, comment vous avez géré ça? D'être à la fois dans l'actualité, mais de ne pas en connaître la fin. Moi, je l'ai beaucoup repris après, parce que dedans, j'étais quand même un peu anxieux quand même. Et c'était une façon de poser un peu les choses en même temps qu'on les vivait, quoi. Euh, Sachant que de toute façon, quand j'écris un roman, quand je me lance dans un roman, je ne connais jamais le dénouement, mais là Là, c'était. c'était plus flagrant encore, quoi. Et en même, je l'ai écrit avec cette volonté quand même de consigner un peu des événements et des dates pour que ça nous revienne un peu en tête, il y a une faculté d'oubli chez nous qui est certes louable et bénéfique, hein, ça fait du bien parfois d'oublier certaines choses, mais il y a aussi quelques éléments qu'il faut garder en tête, ne serait-ce que pour s'en servir la prochaine fois. Tout à Donc fait. il y avait cette chose-là. Parfois, quelques lecteurs m'ont dit, ah oui, j'avais complètement oublié cet épisode-là, quoi. Y compris pour certains qu'on avait eu le droit de sortir, alors que pour ça a été quand même une sorte de la première fois qu'on vivait ça, être emprisonné chez soi, quoi, bon. Donc cette faculté d'oubli, moi, je l'ai écrit un peu pour lutter contre ça. Tout à fait. Plutôt Ça soulève la question de la mémoire collective. C'est allons-nous oublier ce qui s'est passé pendant cette période Covid? voilà, collective, comme jamais elle l'a été, puisque quand bien même il y a eu deux guerres mondiales sur le territoire européen en particulier, bon, ben, ça ne concernait pas directement l'Afrique du Sud, l'Asie, enfin si, l'Asie dans un second temps, mais les autres continents étaient finalement assez loin de cet événement-là. Alors que là, tout le monde y était. Et ça, pour ce qui est d'un événement de la mémoire collective, ça sera difficile de faire plus fort. J'espère qu'on ne le fera pas d'ailleurs. Bring, tu as d'autres questions, je pense, sur Bon, l'avenir de la famille. l'avenir de la famille, est-ce qu'il peut-on imaginer un troisième volume autour de la famille Fabrier? Quel est le prochain désastre qui va faire réunir cette famille? J'ose plus. Non, je veux plus. Je veux pas par superstition, parce que oui, parce que dès le départ de Nature humaine, c'est-à-dire que Nature humaine était bien en 2018, donc j'ai dû le commencer en 2016. Enfin bon, ça faisait assez longtemps que j'étais sur ce projet-là, avec cette ambition-là, hein, mais là, parfois, je me suis senti un peu responsable de cette pandémie, en disant, à force de travailler sur ce sujet et à chercher une raison de les faire revenir tous à la campagne et d'illustrer la mondialisation, ça c'est arrivé. Donc, n'y touche plus. Surtout, arrête tes bêtises. Va vers Alors, autre chose. quel message espérez-vous que les lecteurs des des alliances françaises aux États-Unis retiennent de Chaleur humaine? Un message spécial pour les Américains ou aux alliances ou quel est le message général? Et le message de l'autre côté de l'océan, comme ça serait en même temps quand même de livrer une sorte de parenthèse temporelle un peu printanière, un peu enchantée d'un moment de la France. La France à l'unisson du monde, qui a vécu cette expérience-là avec une singularité quand même, parce que chaque pays avait ses règles, plus ou moins, avec ce cortège de douleurs. Je tenais à mettre le nom de la première victime de ce virus en France, qui a été un professeur, un enseignant, euh, pas loin de la retraite, donc probablement contaminé par ses élèves. Bon, c'est terrible, hein. Il, d'une certaine façon, est presque devenu un peu un suspect à un moment, alors que c'était la première victime. Enfin, le message, ça serait de garder en tête certaines choses, à titre peut-être de leçons et de précautions sur notre façon d'appréhender le monde et
et les avis définitifs qu'on peut avoir parfois sur les virus, le changement climatique. Voilà, j'ai essayé de poser un peu les choses et on les voit là, enfin, on les touche du doigt. Voilà, après, c'est aussi quand même une sorte de moment de théâtre pour moi de rassembler tous ces êtres un peu fâchés et, et de les faire, de les mettre dans la même pièce presque et de les faire reprendre contact. Ça, c'était aussi pour l'aspect un peu psychologique, l'aspect un peu théâtral et de comédie dramatique. Ça, c'était intéressant de forcer des personnages à être ensemble, d'une même famille, et de les faire se confronter. Voilà, après, vous savez, Merci. on met tellement de choses dans un livre. On ne sait pas après ce qui est passé. Et là, je vois que déjà, il est passé de l'autre côté de l'Atlantique et Il est passé de l'autre côté de l'Atlantique, absolument, nous le c'est déjà confirmons, extraordinaire. absolument. René, est-ce que nous avons des questions pour Serge? Je vais libérer vos micros, donc si vous voulez les poser également vous-même, hop, c'est bon, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Je vois Patricia Bonnat a une question pour nous. Patricia, si tu veux unmute ton micro, tu peux prendre la parole, sinon, Autrement, je peux le lire facilement, mais Oui, c'est dans le chat. vous êtes bloqué. oui, j'ai unmute. Et ça aussi, le zoom, là, ça c'est quand même, Oui. on s'est tous mis, enfin, cet Vous voulez instrument, il euh, existait, mais enfin, c'est la pandémie qui m'a fait m'habituer, Oui, oui, c'est Alors, en m'habituer. attendant, Patricia, je peux facilement lire la question, son question. Oui, bien sûr. Alors, Patricia vous demande, alors, vos personnages sont toujours tiraillés entre la fidélité au passé et la nécessité d'adaptation. Est-ce qu'ils sont conservateurs et font de la résistance douce, entre guillemets, au monde moderne, ou bien sont-ils au contraire modernes avec un, entre guillemets, devoir de mémoire? Oui, oh là là, bah, vaste question, oui, c'est un tiraillement, et c'est pour ça que dans Nature humaine, et on en parle aussi dans Chaleur humaine, il y avait un personnage qui est mort depuis, un chevrier qui gardait les chèvres, et qui, au tout départ du premier tome, il refusait, lui, le téléphone dans cette campagne. Il refusait qu'on installe le téléphone. Parce que le téléphone, au départ, c'était des fils qui passaient comme ça, le long de ses champs, de sa route. Et d'une certaine façon, à l'époque, il y en a qui... C'est quelqu'un qui a vraiment existé. Enfin, je suis parti d'un personnage qui était le voisin de ma grand-mère qui refusait le téléphone et on disait, mais il est complètement fou. Mais peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'on aurait dû refuser tous le téléphone. Je sais pas. Donc ça, c'est un questionnement un peu vertigineux. Alors, pendant toute la montée comme ça vers l'an 2000, évidemment, le téléphone, on s'est plus posé la question. On souhaitait tous l'avoir, le téléphone. Et après, on s'est mis à désirer le téléphone portable. C'est encore plus... Alors là, c'est bien encore plus fou, ça. Et il y a une tendance par moment à se dire, écoute, j'éteins tout, j'éteins, je déconnecte. Alors on le fait un peu par séquence, mais finalement, à part quelques rares qui sont restés, il y en a un peu dans le Lot, pas beaucoup, mais ou en Lozère, ou en Ardèche, ils sont restés un peu à l'écart, ils n'ont pas ni l'eau ni l'électricité, mais enfin, on est tous quand même embarqués dans ce mouvement-là du monde. Donc il y a une forme de... Non, ça permet aussi de montrer le monde tel qu'il était il y a 20 ans, et finalement aujourd'hui, un écart. En 20 ans, il se passe tellement de choses et tellement de progrès technologiques qu'une génération à l'autre, on n'a presque plus rien à se dire. En tout cas, on n'a rien de commun. Moi, je ne suis pas né enfant, je n'avais pas, je n'avais d'ailleurs pas un ordinateur portable et, et encore moins ce téléphone, alors que aujourd'hui, ça paraît tout à fait naturel. Donc, il y a un décalage. Je viens presque d'une autre civilisation et ça, c'est assez vertigineux de se dire ça. Et sachant que dans 10 ans, dans 20 ans, existeront d'autres. On parle de l'intelligence artificielle et autres, mais ce progrès s'accélère que finalement on est très vite démodé. Peut-être qu'il y aura une sorte de pulsion nostalgique comme ça qui nous prendra tous à un moment
et qui fera qu'on dira on arrête tout, je ne sais pas. Enfin bon. Mais enfin, cette science-fiction qu'on croyait réservée au domaine de l'imaginaire et de la création artistique, eh bien, on s'est tous retrouvés propulsés dedans. Parce que là, vous parlez, à vous tous qui êtes à 10 000 km de moi, en temps réel, c'est quand même. Alors voilà, le chevrier, le voisin de ma grand-mère, là, il n'aurait pas compris. Mm. Donc, mon chien me regarde avec une perplexité. Tiens, salut. Alors, René, il y a une autre question de Sarah, des gentils de Washington. Sarah, Jessica était à Miami. Sarah, est-ce que Est-ce tu veux que tu parler? arrives? Elle est mutée. Sarah, unmute. Alors, si elle n'arrive pas à unmute, alors je vais lire. Ah, non, non, elle est souffrante. Ok. Alors, de Sarah Diligenti. Alors, j'ai bien aimé votre livre justement parce qu'il se passe dans le sud-ouest, la région de ma famille maternelle, et je connais bien le Lot, Albas, puis l'évêque. Comment peuvent s'imposer les auteurs, entre guillemets, provinciaux face au monopole germano-pratin, tous ces auteurs, entre guillemets, parisiens, qui racontent toujours la même chose tous les ans sur eux-mêmes et leur vie, etc. Quel espoir pour une littérature de la nature comme la vôtre. Wow. Oui, mais je crois qu'il y a il me semble qu'il y a de plus en plus. Il y a 20 ans encore, on considérait que c'était aux Américains de faire ce travail. On appelait ça le nature writing, c'est-à-dire Jim Harrison, les écrivains du dehors. Bon. Et nous, en Europe, en France en particulier, on était plutôt, comme je le disais, citadins. Mais ce mouvement s'est amorcé depuis plusieurs années. Et je vois de plus en plus de romans et de films, parce qu'on a une importante création cinématographique en France, qui sont des sujets qui, sans doute, n'auraient pas passé il y a 20 ans. Aller voir un producteur de cinéma ou un éditeur en disant c'est l'histoire d'un paysan qui déprime parce que ces vaches ne se vendent pas assez cher, ça aurait été inimaginable. Alors qu'aujourd'hui, c'est possible. Et il y a d'autres auteurs, hein, Clara Arnaud, entre autres, enfin bon, des auteurs contemporains et jeunes, pour certains, des auteurs de premiers romans, qui sont allés vers ces territoires-là, la campagne, la nature et le monde paysan. C'est-à-dire que ça n'est plus dénigré ou minimisé, c'est moins péjoratif que ça l'était il y a 20 ans, mais vraiment. Donc là-dessus, il y a un espoir. D'autres questions, René? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai une petite question. Alors, Oui. Serge, si vous n'allez pas continuer avec la famille Fabier, alors pourriez-vous nous parler un peu de votre projet, livre, Film, film? radio. Projet, c'est Ouais. ça que j'ai, projet. Alors, il y a un projet de film sur nature humaine, bon, Ah, Ça, qui c'était- marchait, qui était très avancé, qui a reculé, qui repart. Donc, là, c'est le cinéma, c'est des machines lourdes, hein. Oui. C'est qui Et le réalisateur de votre film? alors, au départ, c'était Bouli Lanners, un réalisateur et comédien belge, et qui était, qui a travaillé 2 ans dessus, et finalement, c'est repris par un autre réalisateur qui était enthousiasmé par l'histoire, euh, qui s'appelle Denis Imbert, qui a fait le film Les Chemins Noirs, adapté du roman de Sylvain Tesson il y a 2 ans. Et enfin, un réalisateur qui, justement, lui, est à l'aise avec ces territoires-là, avec ses décors, parce que ce qui est vrai de l'auteur est vrai du réalisateur aussi. Il faut avoir envie de ces décors-là, euh, de ces gens-là, de ces animaux-là. Enfin, bon, c'est un vrai désir, ça. Et pour le reste, moi, je travaille à un autre roman. C'est pour ça que là, ce soir, c'est très flatteur de parler en tant qu'auteur d'un livre, sachant qu'en fait, depuis 1 an et demi, je suis un simple citoyen qui essaie de savoir comment on fait un roman, même si j'en ai déjà publié une quinzaine. Il n'empêche que c'est toujours aussi difficile, incertain, exaltant,
une sorte de pouvoir sans limite, comme ça, de pouvoir décrire ces décors, ces personnages, d'en faire ce qu'on en veut. Et par moments, c'est assez vertigineux, vous savez, déjà dans la vie, de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec un tel ou un tel. Là, dans un roman, on gère 20 personnages et à tout moment, on peut décider de les faire tomber malades ou de les faire s'aimer ou de les faire disparaître. Enfin bon, c'est une responsabilité lourde. Mais enfin voilà, j'écris sur un roman qui se passera à la fois au 19e siècle et aujourd'hui. Et aujourd'hui, la partie aujourd'hui, ce sera un couple justement qui est parti vivre à la campagne dans un vieux moulin et qui est peut-être pas complètement préparé, enfin qui en tout cas va se trouver confronté à des difficultés un peu imprévues, on va dire. Voilà. Eh bien, écoutez, Et, nous sommes impatients. Avec impatience votre film et aussi votre nouveau livre. oui, Oui, tout à fait. Écoutez, Serge Oncourt, je vous remercie encore énormément. C'était vraiment un honneur que de vous recevoir. Vous voyez que vous aviez de nombreux lecteurs ici du côté des États-Unis et nous étions vraiment honorés de votre présence. On attend avec impatience film, livre. Et puis, merci, parce qu'il est très tard pour vous à Paris. Donc, merci de votre présence parmi nous. non, merci à vous et merci de cette Zoom conférence sans virus. Voilà, c'est Oui, voilà. hors Moi, la pandémie. technologie nous permet ce genre absolument, de conversation avec vous. Le grand voyage, voilà. Je vais retourner modestement à Paris en attendant d'aller dans le Lot. Eh bien, Merci à vous écoutez, tous. merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous merci tous Serge. présents. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Isabelle. Merci, au Au revoir. revoir.